Donc, je suis Véronique Philippe et je suis présidente de l'association Sortir du silence depuis 2008. Je fais partie du groupe des écoutants, ça veut dire que j'accueille avec une deuxième personne toutes les femmes ou tous les hommes qui souhaitent être reçus en entretien. Alors l'association a été créée en 1997 à l'initiative d'une femme victime et de travailleurs sociaux et de médecins parce qu'elle souhaitait un lieu où elle puisse parler de son histoire, de son vécu. Il n'y avait pas réellement de lieu d'accompagnement, même si les professionnels accompagnaient, cette dimension des violences sexuelles n'était pas suffisamment prise en compte selon elle. Et donc l'objectif de l'association, c'était de permettre que des victimes de violences sexuelles puissent se retrouver, échanger, partager leur calvaire, leur souffrance, puisque en fait elles se rendent compte que toutes passent par les mêmes étapes, de façon plus ou moins importante, mais en tout cas elles partagent un même vécu. Les groupes de parole que vous organisez, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe ? Alors l'association, quand elle a démarré, elle avait à cœur d'animer les groupes de parole. Ça reste vrai, mais je dirais qu'aujourd'hui on est davantage sur un travail d'accompagnement individuel. Pour constituer un groupe, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes disponibles au même moment, et c'est vrai que depuis 2 ans, on a du mal à relancer un groupe. On en a commencé un il y a 18 mois, mais en fait, elles étaient que 4. Et dès lors qu'il en manque une, le groupe ne fonctionne pas. Donc, on a mis en attente le groupe et on espère pouvoir le constituer dès lors qu'il y aura au moins 8 personnes de disponibles en même temps. C'est pas des groupes de parole thérapeutiques, c'est vraiment juste pour parler et partager ce qu'ils ont vécu. Alors, je dirais que toute parole est thérapeutique. C'est vrai que à l'association, ce ne sont que des bénévoles qui œuvrent, des bénévoles qui ont souvent une formation soit de travailleur social, soit de médecin. Enfin, dans le groupe, il y a une psychologue, une conseillère conjugale, des médecins, des conseillers en insertion professionnelle. C'est des gens qui ont l'habitude d'être dans une relation d'aide, d'accompagnement et d'écoute. Mais pour autant, ça a une vertu thérapeutique. C'est-à-dire que le fait de mettre des mots, d'être compris les femmes, c'est ce qu'elles disent, c'est que dans l'association, on sait d'emblée que de toute façon, on va parler des violences sexuelles, puisque c'est l'objet de l'association. On tourne pas autour du pot. Elles y vont franco, elles savent qu'on est en capacité de les écouter, elles nous font confiance sur notre capacité à les respecter, à ne pas les juger, etc. Si bien qu'elles se transforment. C'est vrai qu'on a parfois l'impression de pas faire grand-chose, juste de les écouter. Mais c'est pas du tout la même chose d'être écouté par des gens qui ont en tête ce que sont les violences sexuelles que si on le disait à son voisin ou sa voisine, encore que c'est quelque chose qui est toujours difficile à dire. Et donc, ça a une véritable vertu thérapeutique. Ça n'empêche qu'on travaille parfois en collaboration avec d'autres psychologues, que ce soit en centre médico-psychologique ou des psychologues privés. C'est vraiment un travail complémentaire. J'ai vu aussi que dans vos groupes de parole, c'est pas souvent les mêmes sujets qui sont abordés. Oui, tout à fait. En fonction de ce qu'elles souhaitent, elles vont soit parler de la réaction de l'entourage au moment des violences subies. Elles peuvent être aussi amenées à parler de leur ressenti en tant que femme, leurs difficultés dans leur relation de couple ou parfois leurs difficultés éducatives en lien avec ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire que quand on a été victime, il est parfois difficile de savoir poser les bonnes limites sans savoir si c'est pas trop ou pas assez. Et l'échange qu'elles peuvent avoir entre elles permet à chacune de cheminer et aussi à celles qui sont passées par là de témoigner de leur cheminement. Et c'est vraiment cet entre-soi qui est important pour elles parce que c'est pas n'importe qui leur donne une indication, c'est quelqu'un qui a vécu les mêmes choses. Il y a des inscriptions déjà, j'imagine. Elles sont gratuites ou payantes ? Il n'y a pas d'inscription en fait. L'association fonctionne d'abord par permanence téléphonique. Je rappelle que c'est le lundi de 11h à 13h et le mercredi de 18h à 20h au 02 33 93 92 72. En dehors de ces plages horaires, il y a un répondeur sur lequel on peut laisser un message et Sylvie, une écoutante, relève tous les messages qui y sont inscrits. Ensuite, les gens qui appellent, les femmes ou les hommes qui appellent, parfois ils ont juste besoin de dire qu'ils ont été victimes.
en disant voilà, je sais pas quoi faire avec ça. D'autres ont envie de rencontrer quelqu'un pour en parler, et en fonction du cheminement et de leurs attentes, on va leur proposer un groupe de parole. Donc actuellement, on est à peu près à 6 personnes qui seraient susceptibles d'entrer dans un groupe de parole. On attend vraiment d'être au moins 8 parce que en dessous c'est un peu juste. Il suffit qu'une personne ne puisse pas venir ou ne se sente pas en capacité. Du coup, ça fragilise le petit nombre. Ça ne crée pas réellement une dynamique. Est-ce que des personnes peuvent venir au sein de l'association pour aider, même s'ils ne sont pas psychologues, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui. Alors, les bénévoles, j'ai envie de dire, tout le monde peut être bénévole, et en fait, on n'est pas bénévole comme ça. Ça veut pas dire qu'on refuse les gens, mais on a une exigence de s'imprégner de l'association. C'est-à-dire qu'on peut avoir été psychologue, assistante sociale, éducateur, avoir du temps et vouloir devenir écoutant. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, on aimerait que les gens s'imprègnent d'abord de la dimension associative. C'est-à-dire que la profession, c'est pas une valeur sûre. Ce qui est important, et cette exigence, on l'a parce que les femmes nous l'ont renvoyé. Je pense notamment à une qui disait d'imaginer que des gens prennent du temps bénévolement pour nous accueillir, ça veut quand même dire que notre situation, elle est importante. Donc, vous voyez bien que dans la démarche de certaines femmes, ce qui est important, c'est qu'on soit bénévole. C'est pas qu'on ait été conseillère conjugale, assistante sociale ou psychologue. C'est qu'on soit bénévole, que gratuitement, on donne du temps pour écouter leur histoire. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent adhérer, participer aux activités de l'association, que ce soit les manifestations publiques comme les conférences ou les soirées débats qu'on peut organiser, s'imprègne de la culture de l'association pour ensuite devenir écoutant. Vous parliez de conférences là à l'instant, il y en a beaucoup qui se font, c'est hebdomadaire ou Alors non, c'est hebdomadaire, ça nous demanderait vraiment beaucoup de temps. On essaie de faire une conférence par an ou de participer à une formation ou de favoriser une soirée débat. Cette année, on a fait le choix de s'allier avec le conseil départemental et le CIAS de Beaumoag pour cofinancer une intervention du docteur Emmanuel Piette, qui était une action de formation en direction des animateurs et des professionnels en charge des enfants, puisque on souhaitait promouvoir les actions de prévention auprès des jeunes enfants autour des violences sexuelles. Et donc, ces 2 jours de formation ont eu lieu au mois d'avril. Ça faisait suite à une formation organisée conjointement avec le CIAS et le conseil départemental au mois d'octobre l'année dernière autour des violences faites aux femmes en milieu rural. Et là, l'association avait soutenu par le financement de l'intervention de Marie-France Casalis du comité féministe, collectif féministe contre le viol. Alors, pourquoi on finance? Parce que ça nous semble important d'inviter des gens de qualité qu'on connaît aussi sur leurs compétences face aux violences sexuelles, notamment chez les enfants. Et puis on a la chance d'être soutenu par de nombreux partenaires que je remercie. Il y a le comité local de prévention de la délinquance et de la sécurité de la communauté urbaine de Cherbourg, l'ARS, donc l'agence régionale de santé, le conseil départemental, la ville de Cherbourg, les villes de Jaubourg, d'Igulleville, Urville-Nagville, le CIAS de Beaumoag, l'ACCE, l'agence de cohésion sociale et d'égalité, et la déléguée des droits des femmes, la délégation régionale, qui a été un soutien depuis le début de l'association, ça veut dire maintenant depuis bientôt 20 ans. Pour finir, est-ce que vous avez un site sur Internet pour que les gens puissent se renseigner un peu plus ou même s'inscrire à l'association? Alors, on n'a pas de site. On n'est pas très bon sur la communication. On a une page Facebook, mais je crains malheureusement qu'il faille qu'on fasse un gros effort en interne pour alimenter les moyens de communication, parce que de fait, on est peu visible sur la toile. Est-ce que vous pourriez aussi nous donner l'adresse du bâtiment? Alors, je vais surtout vous donner donc les coordonnées téléphoniques, j'en ai parlé, le 02 33 93 92 72. Et puis, on peut aussi écrire à l'association, donc c'est sortir du silence tout attaché
@laposte.net. Alors pourquoi je donne pas le lieu directement? C'est parce qu'en fait, on a un local mis à la disposition par la ville de Cherbourg, mais il n'y a jamais personne en dehors des temps de réunion et des temps de rendez-vous qu'on a programmés avec les gens. Donc si les gens y venaient par hasard, ils trouveraient la plupart du temps la porte close. En 2017, on va fêter les 20 ans de l'association et qu'on espère pouvoir monter un projet autour de 2 conférences pour témoigner à la fois de ce que nous a permis, nous les professionnels et les écoutants bénévoles, de découvrir, de comprendre de ce que sont les violences sexuelles, que les femmes puissent témoigner aussi de ce que ça fait d'être écoutées par une association, parce que ça leur a permis en termes de se remettre debout, reprendre leur vie en main, faire que la violence sexuelle elle soit plus envahissante, mais voilà, c'est un événement qui a existé dans leur vie et qui fait partie du passé, alors de façon plus ou moins douloureuse, mais qui n'est plus quelque chose qui les tétanise dans leur quotidien. Et puis parler de l'accompagnement judiciaire, en quoi c'est important de prendre en compte l'historique des violences sexuelles, les impacts aussi que ça a sur la vie des femmes et des hommes, la mémoire traumatique, le stress post-traumatique. Donc on espère pouvoir organiser 2 journées avec notamment donc Marie-France Casalis qui est déjà venue de la région, Emmanuelle Piette qui est médecin de PMI et présidente du collectif féministe contre le viol, Isabelle Thieleux qui est avocate, qui a participé en 2014 à une journée de formation avec le barreau de Cherbourg, des avocats de Cherbourg, et puis le docteur Muriel Salmona qui est reconnu par sa capacité à rendre un peu plus accessible ce qu'on appelle la mémoire traumatique et le stress post-traumatique. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous recevez aussi des gens qui ont des proches justement qui ont été victimes? Oui, on a reçu, ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand même, soit des parents, soit des enfants devenus adultes qui avaient besoin de comprendre pourquoi leurs parents étaient aussi distants, pourquoi cette question de la sexualité mettait mal à l'aise, etc. Et c'est vrai que cette question-là, elle est importante parce que accompagner les victimes, c'est primordial, mais les violences sexuelles créent un réel tsunami dans les relations familiales. Pour les parents, c'est comment je n'ai pas pu protéger. Alors c'est vrai que certaines des victimes nous disent ma mère était au courant, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, etc. Mais tous les parents ne sont pas dans le déni de ce que représente comme agression une violence sexuelle subie. Je dirais juste un dernier mot. L'association Sortir du silence est aussi membre du comité de pilotage de l'unité médico-judiciaire qui accueille les mineurs lors d'auditions dans le cadre d'infractions sexuelles.